Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une critique de Pinocchio, un film sorti en 1940 de Hamilton Luske et de Ben Sharpsteen. C'est un film inspiré du conte de Carlo Collodi qui a été publié en 1881. C'est un film qui a coûté 2,2 millions de dollars et il en a rapporté 4 avec ses divers ressorties. Disney espérait renouveler le succès avec Blanche-Neige et les 7 nains, mais la Seconde Guerre mondiale n'a pas vraiment permis d'atteindre le résultat escompté. Il a eu bien sûr plusieurs sorties, ce qui lui a permis de se faire une sacrée réputation et bien sûr de se faire rentabiliser. Il dure 1h28 et qu'est-ce qui se passe dans ce film? Un sculpteur nommé Geppetto fait le vœu que son pantin de bois qu'il vient de créer prenne vie et c'est ce qui arrive. Ce pantin de bois, Pinocchio, va découvrir le monde avec Jiminy Cricket, sa conscience, un petit criquet, voilà, qui l'accompagne dans de formidables aventures. Alors nous sommes dans une fable, voilà, et on commence en ouvrant un livre. Comme dans beaucoup de Disney, on va avoir par rapport à des adaptations, des commencements de films par des ouvertures de livres. C'est un parcours initiatique, une quête avec une vraie évolution du personnage. C'est Candide transposé, une découverte du monde et de ses travers finalement, la tentation, le mensonge, l'indélinquance. La structure du récit est assez simple, nous avons un détournement, donc de Pinocchio, un vice et après une punition. Et la fin, c'est encore un détournement, une bonne action et une récompense. Il y a une sensation de malaise quand même qui se dégage de ce film malgré une fin heureuse. Alors que nous commençons de façon très optimiste, mais il y a quand même l'exploitation des enfants, le mal, la disparition du père, c'est quand même assez horrible. Mais nous avons quand même une structure qui est assez solide avec un vrai climax. Alors pour le coup, Monstro qui est une séquence, alors quand il s'échappe du ventre de Monstro, c'est vraiment ultra spectaculaire, c'est vraiment magnifique. C'est le truc complètement improbable d'ailleurs qui arrive en fin de film. C'est un film où les méchants ne sont pas détruits, ils sont tout simplement écartés. Pinocchio offre une véritable quête identitaire avec un personnage principal qui va être confronté à des dangers qu'il va réussir ou pas à percevoir avec son compagnon Jiminy Cricket qui aura quelques difficultés à le guider quand même de par la naïveté du pantin qui est bien sûr le miroir des enfants face au monde manipulateur, adulte, sordide et qui doit apprendre la signification du bien et du mal. Donc c'est une fable didactique destinée à préparer les enfants à intégrer le monde des adultes. On a des personnages très fantasques, une marionnette, un insecte et des animaux qui parlent. Nous avons donc Pinocchio, encore une fois un univers inconnu qu'il va découvrir, que l'enfant spectateur également va découvrir. C'est un thème qui revient souvent chez les Disney, une transformation, ça aussi, la transformation ça revient très souvent en âne, voilà, Pinocchio venant du végétal, c'est-à-dire le bois, devient animal. Mais alors que pour nous c'est déjà un petit garçon, alors avant même qu'il soit transformé en véritable petit garçon. Très peu de fois on nous le rappelle d'ailleurs, des fois il a des réactions on va dire humaines. Fumer lui fait de l'effet, il transpire quand il court, même lui il ne s'en rend pas compte, il coupe du bois, il se coupe lui-même, il coupe des collègues. Mais pour moi le personnage le plus intéressant ce n'est pas du tout Pinocchio, c'est Jiminy Cricket. J'ai toujours adoré ce personnage, il a des phrases cultes pour moi dans ce film, c'est le plus intéressant, le plus sympathique, c'est l'adjuvant et le sidekick comique de temps en temps. On le retrouvera dans des films éducatifs, aussi dans le Noël du Mickey qui est très très bon. C'est l'adulte qui a l'expérience et qui explique à Pinocchio les règles de ce monde. Dans le prologue, Jiminy ouvre un livre d'histoire, celui de Pinocchio, puis il est confronté à une page qui refuse de se tourner. Il la bloque avec un bougeoir, en s'adressant au spectateur. L'attitude et le discours du personnage établissent donc son importance en le présentant comme un être moderne et décomplexé. Ses habits propres et neufs dans le prologue deviennent rapiécés dans l'histoire qu'il raconte. En flashback. Déjà, travail de flashback, ça c'est aussi intéressant. C'est une sorte de Chaplin, un balancement entre la confiance en soi et l'image du clochard sympathique. Mais c'est aussi un Don Juan qui séduit et qui est séduit par les personnages féminins animés ou inanimés. Dans le film, c'est vraiment très comique, d'où aussi l'aspect un petit peu sexuel dès qu'il y a Jiminy qui est confronté aux femmes.
Il y a aussi d'autres personnages très savoureux, Monsieur Grand Coquin, qui s'étonne de voir une marionnette parler et bouger sans ficelle, alors qu'il est lui-même un renard anthropomorphe en costume. Donc il est accompagné de Gédéon, qui est une espèce de simplet. On reprend le personnage de simplet pour le montrer en escroc. C'est un renard perfide, Grand Coquin. En anglais, c'est Honest John, donc c'est vraiment le mec, c'est un escroc total. Il y a énormément de références avec ces personnages, avec la Commedia dell'arte, le Malade imaginaire de Molière, Candide de Voltaire, avec un moment il joue au docteur, c'est juste un des meilleurs moments comiques du film. Il est en train d'ausculter Pinocchio, il lui sort des maladies pas possibles, un embarras gastrico-monétaire du ventricule avec contraction semi-lombaire du trapézoïdal polaire, ou encore un blocage de la transmutation Capharnaüm avec percussion centrale du nitralum gauche, ou encore l'induration plasmodique du grand limbago. Et après t'as Gédéon qui est en train de prendre des notes comme un fou, et il y a Grand Coquin qui prend le bloc-notes et dit « Oh, mais c'est parfaitement clair !» Il y a une espèce de gros gribouillis sur la feuille. Ça, franchement, à chaque fois, ça me fait marrer, même encore aujourd'hui. On a la fée bleue, un aspect un peu romantique dans le film. Elle est attirante, mais pas glamour. Il y a un certain idéal féminin des années 30 défini par Hollywood qui se retrouve dans cette personnage. Elle est, on va dire, assez sexy, et émoustille en tout cas les pulsions de Jiminy Cricket. Donc il y a des personnalités qui sont assez fortes, avec Stromboli qui est la caricature du gitan, ou on pourrait même dire du juif. Avec l'argent, on surexagère le personnage. C'est une présence musculaire qui remplit l'écran de son infamie. Nous avons Geppetto, c'est un peu le créateur ici, c'est un peu Dieu qui donne vie à la chose qu'il désire le plus. C'est donc par extension le mythe de Pygmalion et de Galatée. Alors Pygmalion, c'était un sculpteur qui s'était voué au célibat mais qui est tombé amoureux d'une de ses sculptures en ivoire qui se nommait Galatée, et il pria la déesse Aphrodite de lui donner vie, et c'est ce qui arriva. Et encore une fois, par rapport aussi à beaucoup de Disney, Geppetto est un père qui est absent. Ça, c'est très courant dans les Disney. C'est assez angoissant d'ailleurs. Il doit y avoir un truc avec Disney et son père ou je sais trop quoi. Mais voilà, là on a encore un père qui est absent qu'il faudra aller chercher. Après, nous avons encore d'autres personnages qui sont assez intéressants. Crapule, il a un caractère malveillant, il utilise la fronde, symbole des garnements de l'époque, on va dire. C'est une caricature de chef de bande, un peu âgé, qui sous ses traits de camaraderie incite les autres à ne pas tenir compte des conséquences de leurs actes. C'est vraiment ce qui se passe avec Pinocchio. Il a un caractère assez malveillant, mais ce n'est pas un vrai méchant, car son seul réel péché est son refus d'assumer ses actes, qu'il paye chèrement d'ailleurs en se transformant intégralement en âne. Nous avons Figaro, qu'on retrouvera dans des courts-métrages un peu plus tard de Disney, et Cléo, qui est un poisson qui servira de modèle pour les poissons de Fantasia. La mise en scène, eh bien, ils ont fait un sacré boulot. Encore une fois, c'est un film de Disney assez impressionnant. Ils ont fait 15 marionnettes réellement pour retrouver le design final, en proposant à Pinocchio plutôt un aspect de clown. Le film a réuni 750 artistes qui ont réalisé plus de 2 millions de dessins, utilisant plus de 1500 teintes de peinture. Les erreurs finalement de dessin de Blanche-Neige ont été corrigées. Ce Disney a une animation vraiment magnifique. Walt Disney voulait qu'il soit parfait. Il est vraiment haut en couleurs et on parle en chansons, vraiment des chansons formidables. Mais il n'y en a pas tant que ça. Ce fut une énorme prouesse technique, bien que le spectateur ne s'en rende pas compte. Il est très ancré dans l'expressionnisme allemand avec la transformation, la scène avec Monstro, l'emprisonnement de Pinocchio qui ont fortement choqué le public. L'île enchantée qui est une espèce de paradis perdu. C'est une métaphore de la vie profane caractérisée par l'ignorance, la recherche des plaisirs instantanés, la satisfaction des basses pulsions. Ouais, c'est un peu ça, c'est une espèce de faux paradis pour inciter les enfants à faire ce qu'ils veulent et finalement après les réduire en esclavage. C'est un peu l'ignorance des masses qui est ici mise en valeur avec l'île enchantée. C'est la méthode parfaite pour créer des esclaves. Et c'est bien sûr un film sur le sexe. Alors là, non quand même pas, mais c'est un film moins porté sur le sexe que les autres, mais puisque c'est un enfant qui est le personnage principal, mais donc pas comme Blanche-Neige qui était déjà une ado camouflée. Mais ici on a ce personnage de Gemini qui voit les marionnettes danser le French Cancan. Pinocchio ne comprend pas bien sûr, mais Gemini lui il mate comme un gros pervers avec sa loupe, car c'est un adulte, alors c'est une espèce de poupée gonflable, voilà, donc lui il regarde ça. Il y a même un peu une petite censure pour les mots un peu délicats. À un moment il dit « tout en me réchauffant le ».
dos, eh bien, ce qu'il veut dire, c'est qu'il se frotte les fesses, ouais, il se frotte le cul. Donc, on peut pas dire ça, donc il y a une petite censure. D'un point de vue psychanalytique, l'histoire est formidable, développe largement des thèmes, des fantasmes, des théories sexuelles infantiles qui contribuent à considérablement enrichir au plus grand plaisir le jeune spectateur avide de satisfaire sa curiosité. Ça, vous pouvez trouver sûrement des textes sur la psychanalyse et Pinocchio sur internet. La morale, qu'est-ce qu'on peut en retirer de cette histoire? Moi je dirais il y a quelque chose par rapport au libre arbitre, le thème de l'autonomie, du progrès de soi-même, la route facile qu'on nous montre, qui est renommée, la fortune et même les femmes poupées à qui chantent, voilà, c'est ce qu'on montre avec Stromboli, mais finalement c'est une prison, une description plutôt sinistre du show business, bien sûr ce film par rapport au cinéma, et voilà, il a été dupé, le pauvre Pinocchio, en vendant son âme. Je vais terminer avec un petit mot sur le doublage. La version la plus récente a été redoublée pour des petits fragments. C'est très désagréable, donc ce que vous avez en DVD et en Blu-ray, c'est redoublé par rapport à ce que vous avez dans la VHS. Il y a des choses, par exemple, Jiminy Cricket devient Jiminy Grillon, ou encore à un moment il y a Crapule qui dit qu'est-ce que ça peut te foutre, et ils l'ont remplacé en qu'est-ce que ça peut te faire, et on l'entend la modification, donc ça c'est un petit peu gênant encore une fois, mais ce sera pas la dernière fois, hein. Là je pense qu'on aura beaucoup de modifications tout au long des Disney. En conclusion, il y a beaucoup d'innocence dans cette histoire, de naïveté. Je l'avais beaucoup regardé à l'époque, j'aime beaucoup le début, avec l'atelier, les jouets qu'on voit. Ce film dégage quand même une aura assez européenne, très marquée, puisque bien sûr les contes que Disney met en avant dans ses films sont des contes principalement européens, et l'Europe est aussi un marché très important pour Disney. Mais c'est quand même un film assez sombre, quoi qu'on en dise, c'est un film très dur. À croire que Disney tente de faire des films de plus en plus sombres. Il y a des moments de véritable horreur qui ont marqué les esprits. La transformation en âne, Monstro, même un passage avec Stromboli, c'est assez horrible. Le monde qui est dépeint est à la fois instable et dangereux. Il y a une noirceur du film qui l'emporte sur la brièveté du bonheur de fin. Même la brièveté du bonheur tout court dans ces séquences. Dès qu'une scène est finie, une autre arrive qui est tout aussi amusante ou tout aussi impressionnante. Et pour moi c'est vraiment un excellent Disney. Moi je lui mettrais je vais dire 15,5 parce que c'est vraiment un bon Disney. Et on a toute une série de référencements. C'est là que c'est vraiment un film très important pour Disney, parce que c'est de là que vient le thème de Disney. La bonne étoile qu'on entend à chaque logo là. Quand on prie la bonne étoile. Voilà, je ne vais pas vous faire parce qu'il va commencer à pleuvoir. Donc voilà, j'ai terminé ma critique un peu rapide. Si vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas. Postez un commentaire, ça me ferait très plaisir de discuter avec vous sur ce film, sur le côté sombre ou non. Si vous voulez continuer à suivre mes critiques et mon parcours dans Disney, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Quant à moi, eh bien je vous donnerai rendez-vous bientôt pour une nouvelle critique. Allez, salut!